Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue dans votre magazine Le Point qui fait le point sur l'actualité de l'heure. Et pour faire le point de l'actualité de l'heure ce soir, nous vous recevons Monsieur Didier Boudimbou. Il est le coordonnateur de la dynamique Félix-Antoine Tshisekedi, président. Bienvenue, Monsieur Boudimbou. Merci beaucoup, monsieur. Je vous ai présenté comme coordonnateur de la dynamique Félix-Antoine Tshisekedi, président de la République. Il y a eu les obsèques du patriarche Étienne Tshisekedi. Quel a été l'apport de la dynamique Fachi? La dynamique Fachi a été retenue dans le comité d'organisation des dites deux obsèques et nous avons pu participer à la mobilisation par rapport à ces 3 jours qui sont restés mémorables. Nous avons eu, la dynamique en soi a eu affaire à partager du pain, du café durant la nuit de la veillée. Au niveau du stade de Martyrs, je crois que nous avons partagé près de 45 000 pains et près de 30 000 tasses de café. Donc nous étions là dans tous les artères pour sensibiliser, parce que nous osons croire qu'une personnalité de ce niveau-là, comme le docteur Étienne Tshisekedi d'heureuse mémoire, on devait lui rendre hommage, on devait commémorer cette journée, ces 3 journées. Mais on a dit qu'il y a plusieurs langues qui parlent, qui disent qu'il y a eu beaucoup de couacs dans l'organisation. Qu'en dites-vous? Quand on dit couac, toute œuvre humaine n'atteint pas la perfection, parce que c'est humain. Mais dire qu'il y a eu raté, non. Il n'y a pas eu de raté. Il y a eu peut-être, par rapport à l'horaire, il y a eu 2-3 retards. Mais je crois que le coordonnateur Lucien Lundala, ainsi que les 2 vice-coordonnateurs, Mickey Kabasele et Roger Tshisekedi Ilunga, ont fait du bon boulot. Et ils ont dirigé l'équipe. Franchement, c'était quelque chose d'exceptionnel. Et je crois que ça reste dans l'histoire de l'Afrique, ces obsèques. On a parlé de 2 500 000 $ pour organiser ces obsèques. C'est quand même énorme pour un pays qui a un budget de 4 milliards. Quand vous dites énorme, les obsèques de Papa Lutumba ont coûté combien? Les obsèques du fait Papa Lutumba ont coûté combien? Il y a une loi ministérielle qui réglemente toutes ces histoires-là. Et il était prévu qu'il y avait 2 500 000 qui devaient sortir du trésor public. Mais il n'y a eu que 1 500 000. Même pas 1 501 000, mais 1 500 000 qui a été déboursé. Et le reste, ce sont des amis, les amis de la famille, les amis politiques, de l'UDPS, les Congolais, qui ont contribué pour que cet événement puisse avoir, comment dire, puisse être comme ça a été. Et jusque-là, les dons continuent parce que le mausolée n'est pas encore fini. Qu'est-ce qu'il reste à faire dans le mausolée? Il faut finir le mausolée, parce qu'il y a une partie où il y aura les 2 doigts de la victoire, comme sur le badge, qui doit être érigé sur le toit en fait. Nous allons aborder l'actualité. Hier, les militants de l'UDPS en colère ont pris d'assaut le siège du Parlement de la République démocratique du Congo. Ça me pousse à vous poser la question aujourd'hui, qui dirige l'UDPS? Vous êtes proche de l'UDPS, proche du président de la République, proche de l'UDPS. Nous savons qu'à la tête de l'UDPS, il y a le président Aïja Mouakabout, qui est secondé par le secrétaire général actuel, M. Augustin Kabouya. Donc ils sont à la tête de l'UDPS, mais je crois que dimanche, le siège de l'UDPS avait demandé aux militants et sympathisants de l'UDPS de ne pas descendre au niveau du Parlement, qui est tout allé se régler. Mais cette expression, ce n'est même pas comme si c'était l'UDPS qui avait envoyé les gens. Les gens se sont exprimés. On a dit la dernière fois, la dynamique Fachi avait organisé une marche pour dire qu'ils peuvent avoir 350 députés ou 81 sénateurs. Le président Félix a la majorité populaire. Il y a plus de 60%, 70% de Congolais qui sont derrière lui. Et c'était ça qui s'est montré hier. Quand un député se permet, parce qu'il est député, il croit être protégé par son immunité, de traiter un président de la République d'inconscient et de débattre sur des ordonnances présidentielles alors qu'ils n'en ont pas le droit, je crois que le peuple a sa part. Donc M. Boudimbou appuie ce qui soutient ce qui s'est passé hier. Je dis bien ceci, le peuple a parlé, le peuple a montré, et je crois que certains députés doivent se remettre en question. Donc on a cassé les vitres des véhicules, on a brisé, on a même déchiré les habits de certains députés nationaux. Je ne suis pas pour la violence, je n'ai jamais prôné la violence ni le désordre, mais croyez-moi que si nos amis continuent dans la voie qu'ils veulent choisir de temps en temps, il pourra même arriver pire un jour. L'UDPS, votre partenaire, prône un état des droits,
L'état de droit dit que le président de la République est le garant de la nation. L'état de droit donne l'immunité aux députés nationaux. L'état de droit dit que le siège du Parlement doit être inviolé, mais ce n'est pas une sorte de contraste. Vous qui soutenez un état de droit, mais vos actions vont à l'encontre même de la Constitution. Ni moi personnellement, ni la dynamique Fachi, ni le parti, je dirais l'AVC, ni les alliés de l'UDPS, ni le parti UDPS n'ont envoyé un militant pour violer l'enceinte du Parlement. Mais nous avons vu qu'il y a des Congolais qui étaient très mécontents, qui sont mais rendus... personne n'a condamné. Croyez-moi qu'il y a beaucoup de M. Kaboun est sorti, lui, le président a eu intérim, mais n'a pas été suivi. Il a été humilié, mais par les militants même. On s'est dit, en fait, qui contrôle... Il n'a pas été humilié. Il faut bien suivre les images. Il y a une partie des gens qui ne voulaient pas rentrer, mais une partie qui l'ont suivi. Ça, c'est une réalité. Quand les gens sont mécontents, on ne sait plus par moment les gérer. C'est à nos amis du FCC de faire très attention, de bien interpréter d'abord. On ne peut pas débattre de tout ce qu'un président de la République peut sortir comme loi ou lecture au niveau du Parlement. Ça ne se fait pas. Et je crois même que l'article 77 est clair sur ce sujet. Et on va y arriver. Parlons d'abord de ce qui s'est passé hier. La suite, c'est quoi? Parce que jusque-là, on n'a pas vu un leader, une autorité, un cadre du parti, ni d'un parti allié condamner ce qui s'est passé hier. C'est comme si vous étiez en train de donner un quitus aux militants de violer là, parce qu'ils ont même promis d'être là aujourd'hui. Je crois bien qu'avant-hier, quand tout s'était passé au niveau de l'Assemblée, nous avons vu d'autres leaders du FCC appuyer ça, appuyer cette démarche. Il y a ceux-là aussi qui ont condamné. Voilà. D'où ça s'est passé hier. Nous avons la journée d'aujourd'hui. Moi, je condamne la violence, mais nous ne pouvons pas empêcher un peuple de s'exprimer quand ils se sont lésés dans ses droits. Vous voyez bien tout ce qui est en train de se passer au niveau de ce Parlement, même au niveau de la Cour constitutionnelle par rapport aux invalidations. Donc nous sommes là, nous sommes très observateurs. Vous oubliez que le Félix Tshisekedi, aujourd'hui président de la République, il est au sommet, il est regardé par tout le monde, il aura des critiques. Son prédécesseur avait eu plusieurs critiques, mais on n'avait pas vu le PPRD descendre dans la rue. Ils n'ont jamais eu une majorité populaire. Ils n'ont que eu une majorité parlementaire. Donc c'était intéressant lorsque vous étiez à l'opposition de tenir des propos injurieux à l'endroit du président. Dites-moi, quel député de l'UDPS ou quel député des Alliés a eu à tenir des propos injurieux au sein de l'Assemblée nationale contre l'ancien président Kabila? Citez-moi un seul. Ou une seule phrase dans le style qu'a fait le monsieur. Malheureusement, nous sommes à la télé, je ne peux pas reprendre ça, mais on sait que le président Kabila a recevé beaucoup d'injures, beaucoup des propos haineux. Une motion d'un député UDPS qui dit que dans le même style que le président est inconscient. Ça n'a jamais existé. L'Assemblée nationale, l'hémicycle est sacré. Il y a un certain comportement. Quand on les appelle honorables, ils doivent être honorables. Mais quand on n'est pas honorable, donc on se permet de manquer du respect à un chef de l'État, c'est quand même grave. Et quand une présidente de l'Assemblée nationale cautionne ça, elle boutique avec son équipe, ils mettent le vice-président à côté de cette motion et que tout le monde est surpris en fin de compte, c'est qu'il y a problème. C'est qu'il y a eu préméditation. Nous allons y arriver par rapport au contenu même de l'affaire. Qu'est-ce qui va se passer aujourd'hui? Vous allez laisser faire ou vous allez dire aux militants de l'UDPS de cesser avec ça? Vous allez trouver une solution au sein de l'hémicycle? Je crois bien que déjà le dimanche, je suis sûr parce que j'ai vu les images, le CG de l'UDPS, M. Augustin Kabouya, avait demandé aux militants de l'UDPS de ne pas bouger. Mais ils sont quand même venus. Ils sont quand même, je crois qu'au moment où nous parlons, il y a encore une sensibilisation pour qu'il y ait du calme, parce que personne n'a besoin qu'il y ait des problèmes. Et nous avons vu que la présidente de l'Assemblée nationale a reconnu que même avec ce n'était pas son rôle, que les ordonnances étaient conformes à la loi et tout. Et maintenant, nous attendons qu'il y ait des sanctions vis-à-vis de ces députés qui a outrepassé. Quelles sanctions vous attendez? Il y a le procureur de la République qui doit se saisir de certains dossiers. Il ne doit pas même attendre d'être saisi. Parce que nous, au sein de la dynamique, nous comptons porter plainte. Et une fois que nous avons porté plainte, nous allons demander la levée de l'immunité de ces députés pour qu'ils puissent être jugés pour outrage. Ça fait partie de nos lois. Nous voulons un état de droit, nous devons respecter la loi.
Au sein de l'Assemblée nationale, quand même que pour cette législature, les commissions sont en train d'être mises en place, mais au sein de l'Assemblée nationale, il y a un comité qu'on appelle comité des sages, qui gère des problèmes, des différends entre élus, tout ça. Vous ne trouvez pas que c'est un problème qui doit être résolu au sein de l'Assemblée nationale? Mais ce n'est pas un problème qui concerne entre élus. Ça n'a rien à voir. C'est un élu, un soi-disant honorable, qui manque du respect gratuitement à un président de la République qui n'a pas de compte à lui rendre. Les gens qui nous regardent se disent « mais c'est terrible ». Lorsque l'UDPS et ses alliés étaient dans l'opposition, c'était normal de dire « président Kabila » comme ça. Mais eux, ils ont du mal à accepter qu'on tienne des propos, quand même c'est condamnable, des propos désobligeants à l'endroit du Nous chef voyons de l'État. beaucoup de députés passer à la télévision, dire du mal du président de la République ou même le manquer du respect, carrément l'insulter. Est-ce qu'on en a fait un problème? Non. Et quelle est la différence de tenir des propos outrageux au chef de l'État à l'Assemblée nationale ou bien dans les réseaux sociaux qui peut être suivi partout? La différence, c'est quoi? Parce que l'Assemblée nationale, l'hémicycle est sacré. Parce qu'il y a 500 députés qu'on appelle honorables. Ils doivent avoir un comportement exemplaire. Et si, au niveau de l'Assemblée nationale, nous tolérons ce genre de comportement, alors où va le pays? Là, ils doivent donner l'exemple. Après, au niveau des plateaux de télévision, au niveau des réseaux sociaux, après, ça dépend maintenant si le président ou d'autres personnes ne sont pas contents, il peut saisir la justice, parce que la justice, elle est censée être indépendante. Mais quand c'est permis au niveau de l'hémicycle, ça pose problème. Il y a un problème. Venons-en à ce qui a... Oui, allez-y. En plus, la présidente a donné parole à ces 2 députés pour qu'ils puissent sortir. C'était sur base du règlement intérieur. C'est pas comme ça ne peut pas se faire. Une motion L'article 77 incidentielle. dit on ne débat même pas sur des discours du président de la République. C'était pas un discours du Ils n'ont pas président. qualité. Ils n'ont pas qualité. C'était pas un discours du C'était des président. ordonnances signées par le président de la République. Revenons-en aux ordonnances. Entre nous, M. Oudimou, il y a eu un problème. Le chef a été induit en erreur. Par rapport à quoi? Par rapport à quoi? Est-ce qu'il y avait conseil de ministres qui avait délibéré avant de proposer au président de la République pour signer une ordonnance? Où est-ce qu'il est dit dans notre loi, c'est un conseil de ministres qui doit se réunir pour proposer? Où est-ce qu'il est dit dans notre loi? Malheureusement, c'est moi qui pose des questions. Et voilà, donc je ne pense pas que ce soit dit dans la loi. On le sait que cette affaire, ces règles entre le président et le L'article gouvernement. 81 dit ceci. Sans préjudice des autres dispositions de la Constitution, le président de la République nomme. L'article 81 ne dit pas que le président de la République consulte le conseil de ministres. Il dit il nomme. Il relève de leurs fonctions et les cas échéants révoque sur proposition du gouvernement. Voilà. Proposition du gouvernement. Le cas échéant. Donc il nomme, donc il peut nommer. Et il peut aussi relever. Et le cas échéant, quand c'est proposé aussi par le gouvernement. Mais ça ne dit pas qu'il y a une obligation. Et après que ça dit, il doit avoir un contresigne du Premier ministre. Quand on parle de contresigner, ce n'est pas que c'est cette personne qui nomme. La signature du Premier ministre n'est là que pour authentifier la signature du président de la République. Et vous le savez aussi que l'ordonnance qui a été lue à la chaîne nationale, la personne qui avait contresigné, ce n'est pas le Premier ministre, c'était le directeur de cabinet. Ben si c'est le cas, c'est que le régime Kabila a réviolé la Constitution. Parce qu'à chaque fois il y avait des ordonnances, nous avons toujours vu Kabila Kabangé et puis Néhémie Premier ministre, copie conforme, directeur de cabinet. C'est toujours comme ça. Nous parlons de ce qui a été lu à la télévision. C'est toujours Kabila Kabangé, après Néhémie Mwalinya, je crois. Ça a toujours été ça qui a été lu à la télévision. Mais pourquoi vous ne voulez pas croire l'ordonnance qui est lue à la télévision, le cabinet du chef a induit le président de la République? L'ordonnance qui est lue à la télévision, ce n'est pas cette ordonnance qui part au niveau comment on appelle du journal officiel. Du journal officiel, pas du tout. Celui-là, il sert de lecture. Et peut-être que la personne qui a contresigné, c'est pour confirmer que c'est réellement une signature du président de la République. Mais ça n'a rien à voir avec l'ordonnance qui part au niveau du journal officiel. Et dire que le président est induit en erreur, ça va... Franchement, ça fait même rire. Parce que je ne pense pas que ceux qui veulent donner des leçons aujourd'hui sont plus intelligents ou plus forts que ceux qui sont autour du président au moment où nous parlons. Et je crois que les Congolais ne me contrediront pas. M. Vital Kamerhe, c'est quand même une tête dans ce pays. Et vous pensez qu'il peut faire de telles erreurs? Tous ces maîtres qui sont autour du président, vous pensez qu'on peut faire de telles erreurs? Pas du tout. C'est juste qu'il y a des gens qui ne sont pas contents parce qu'ils ont eu l'impression qu'ils sont dépouillés de leur pouvoir.
Beaucoup sont fâchés parce qu'il y en a qui disent « Ah, M. Albert Humé, PCA de la GECAMIN ». Mais je crois que le FCC n'est pas content. Pourquoi le FCC n'est pas content? Avant, M. Albert Humé était le PCA et le DG de la GECAMIN. Maintenant, il est le PCA, il n'est pas le DG. Le PCA ne gère pas une entreprise au quotidien. C'est le président du conseil d'administration. C'est le DG qui gère. Il a toujours été PCA. Non, il était PCA et joue le rôle de DG en même temps. Vous pouvez vérifier. Actuellement, il est PCA et il y a un DG qui va diriger la GECAMIN au quotidien. D'où il y en a qui crient. Monsieur Kyungu Wakumwanza Baba Kyungu, il n'est que PCA. Les DG, c'est M. Moutom qui est de l'UDPS. Donc vous pensez que le problème, c'est au niveau des personnalités qu'on a nommées? Des personnalités et le fait qu'il y en a certains qui ont perdu le pouvoir qu'ils avaient. C'est ça qui pose problème. C'est pour ça que nos amis du FCC sont déchaînés, ils ont perdu la raison, ils commencent à faire n'importe quoi. Bon, entre nous, vous êtes aussi en coalition. C'est comme dans un mariage, un homme ne peut pas faire quelque chose qui va engager toute la famille sans en parler à sa femme. Quand même que l'homme, c'est lui le chef de la maison. Entre nous, vous êtes en coalition. Ça coûtait quoi au cash de dire au FCC, je vais faire ça, ça? C'est entre vous. Entre nous, nous sommes en coalition. Ça leur coûtait quoi de laisser quelques places de sénateurs? Ça leur coûtait quoi de laisser quelques places de gouverneur? Là, c'est une bataille électorale, ce n'est pas une nomination. Non, ce n'est pas question de nomination. Parce que l'UDPS et l'AVC, dont vous êtes président du parti, avait même des candidats, là où l'UDPS avait des candidats. Mais si c'est une sorte de nomination. Non, pas du tout, parce que l'AVC était sur la même liste que l'UDPS, donc nous n'avons pas eu de candidats. Et les alliés de l'UDPS étaient aussi. On était tous sur la même liste de l'UDPS. Mais maintenant, ce que je vous dirais, c'est que les élections dont vous parlez sont des élections indirectes par rapport à tout ce qui est Sénat, par rapport à tout ce qui est gouvernorat. Ce sont des députés provinciaux qui ont eu à voter. Et ces députés provinciaux, ils auraient pu, puisque nous sommes en mariage, ils auraient pu laisser quelques places de sénateurs. Ils ont fait passer un des cadres de l'UDPS comme premier vice-président à l'Assemblée provinciale de Kinshasa. Jean-Marc Abound aujourd'hui est président, premier vice-président. C'est grâce à ce mariage-là. Donc, on peut le dire oui et non, ça dépend. On peut le prendre avec on peut le dire oui et non, ça dépend. Mais il y a une réalité. Quand on est gourmand, on subit des fois. Et je crois que ces deux entreprises étaient en fin de mandat, que ce soit la GECAMIN ou la SNCC. Donc il y avait urgence. Il y avait urgence que le président de la République puisse faire quelque chose. Parce que n'oublions pas, M. Alain, que c'est le président de la République qui rendra compte aux Congolais. Ce n'est ni le FCC, ni ce mariage-là. Le gouvernement rendra compte devant le Parlement, mais le président de la République, dans 5 ans, va rendre compte aux Congolais. S'il y a des erreurs, c'est le président qui va en payer le prix. S'il y a des erreurs, 2023 va devenir très difficile. Donc je crois qu'on doit laisser quand même l'espace au président de la République de prendre certaines décisions qui sont bonnes pour le fonctionnement de ce pays. Et non chercher à s'impliquer dans tout et vouloir tout prendre. Parce que si le président laisse le tout, c'est encore vous les journalistes ou le peuple qui dira que le président... Vous faites la politique, M. Didier Boudimbou. Oui. Vous savez que dans la politique, ce qui compte le plus, c'est le poids politique. Le FCC a beaucoup d'élus. Souffrait qu'il ait beaucoup de postes. Oui, quand on dit poids politique, le président de la République, l'UDPS, les alliés, ont la population des réélus. Ils ont la majorité populaire. Malheureusement, cette population ne nous a pas fait donner pour des députés. Nous savons comment certaines choses se sont passées. Vous et moi le savons, les Congolais le savent. Mais il y a une seule réalité, nous n'allons pas rentrer en arrière. D'où le président de la République a accepté qu'il y ait cette coalition, ces accords. Parce qu'au départ, le FCC avait un candidat président qui s'appelle M. Emmanuel Chadari, qui a échoué lamentablement. L'UDPS, le cache, les alliés avaient un candidat qui s'appelle M. Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui est actuellement le président de la République démocratique du Congo. Donc je crois qu'ils doivent mettre un peu d'eau dans leur vin. Et par rapport à tout ce qui s'est passé, tout ce qui est député, législatif et tout, des fois je me plains par rapport à notre comportement parce que nous avons aussi fait des mauvais votes, car il y a des gens du FCC que la population a voté. Nous pouvons le contester. Mais là, au mois de juin, avant la fin du mois de juin, la CENI de M. Nanga est en train de tomber. Ils sont en fin mandat. Il y aura une nouvelle CENI. La Cour constitutionnelle doit être renouvelée au tiers avant la fin du mandat. Je pense que les prochaines élections, en 2020, si nos amis continuent à nous compliquer et qu'il y a dissolution, et que l'Assemblée est dissoute en 2020... Donc c'est une option entre les mains... Très envisageable.
Parce que quand nous voyons tout ce qui est en train de se passer, les invalidations à gauche et à droite, quand nous voyons comment, bon, bien sûr qu'il y a d'autres invalidations qui sont réelles, qui sont méritées, mais il y a d'autres aussi qui sont un peu, voilà, qui nous laissent... Vous faites allusion à qui, par exemple? Non, non, on ne citera pas de noms. Parce qu'il y en a qui ne sont pas honorables, qui sont déshonorables. Alors parce que moi, j'ai connu des gens qui ont été réellement élus, mais pas proclamés par la CENI, ils viennent d'être proclamés par l'Assemblée et par la Cour constitutionnelle. Donc ils ont été réellement élus. Si c'est le cas, c'est une bonne chose. Mais il y a une réalité, c'est qu'il y aura une nouvelle CENI. Il y aura une Cour constitutionnelle qui sera renouvelée au tiers. Ça permettrait qu'en 2020 ou en 2023, si élection, que les choses se fassent dans un autre contexte, avec plus de clarté. Ça, c'est l'espoir. Je crois que on ne peut en vous entendre parler, vous ne croyez même pas à ce mariage, hein, FCC Cash. Ce n'est pas question de croire à ce mariage. Ce mariage n'a pas été voulu. Ce mariage, c'est comme vous avez dit, nous voulons la démocratie, nous voulons un état de droit. On s'est plié, le chef d'État s'est plié, sa famille politique s'est pliée pour permettre aux Congolais d'avoir une passation de pouvoir pacifique, pour permettre aux Congolais d'aspirer à quelque chose de réel et de grand, une paix économique, sociale et tout. Mais apparemment, nos amis veulent tout prendre. C'est ça qui pose problème. Comme vous avez dit, dans un mariage. Qu'est-ce que vous en tout prendre? Je vais comprendre un peu tout prendre. Nous voyons bien comment ils sont gourmands, même dans tout ce qui est gouvernement, comment ils sont en train de se comporter. Parce que quand on est un mariage, 1 plus 1, on le dit au niveau de la mairie ou de l'église, fait 1. Donc, quand on est dans un mariage, il n'y a plus de majorité. Donc, il faut 50-50. Logiquement, il n'y a plus de majorité dans un mariage. Dans le poids politique, d'ailleurs. Mais c'est le mariage. Politique. Communauté de biens. C'est le mariage. On est censé se mettre ensemble pour tout partager. Mais quand eux veulent tout avoir, nous avons vu ça au Sénat, nous avons vu ça au niveau des gouvernements. Maintenant, on voit ça encore comment ils sont en train de faire des manèges pour avoir le maximum au sein du gouvernement. Où est cette coalition? Est-ce que ce n'est pas parce que vous ne trouvez pas que c'est la faiblesse de cette coalition, parce que jusque-là, on ne connaît pas la quintessence de l'accord signé entre le président Félix Tshisekedi et son prédécesseur? Il n'y a pas d'accord, monsieur. Vous en êtes sûr? Et certain, il n'y a jamais eu accord. Il y a coalition parce qu'il y a une partie qui ont la majorité, une autre qui ont la présidence. Il faut gouverner le pays, c'est ça. Mais il n'y a pas d'accord ambigu. Ceux qui ont eu à faire des accords le 28 décembre, nous les connaissons. Ceux qui sont partis faire des accords au niveau de GLM, le peuple congolais les connaît. Il n'y a jamais eu accord. M. Boudim vous confirme qu'il n'y a jamais eu un accord secret entre le président de la République et son prédécesseur. Vous pensez que s'il y avait accord, tout allait se passer comme c'est en train de se passer, ils allaient crier comme ils sont en train de crier? C'est parce qu'il n'y avait pas accord, rien du tout. Alors je vous confirme, il n'y avait pas accord. Vous donnez combien d'années à ce mariage? Nous, le plus important, on ne va pas donner des années. Ou bien si on vous demandait, oui, le président de la République vous demandait, vous, ses partenaires, ses alliés, que vous voulez quoi réellement? Dissoudre ces mariages ou qu'on continue? Quelle sera votre réponse? Pour la paix du Congolais, pour que nous puissions préserver les réserves de nos caisses, nous aimerions bien que ce mariage puisse fonctionner. Mais entendez-vous? Mais est-ce que nous avons un problème? C'est eux le problème. C'est eux qui viennent avec des antivaleurs. C'est eux qui insultent le président de la République au sein de l'Assemblée nationale. C'est eux qui veulent avoir tous les postes. C'est eux qui veulent avoir tous les postes ministériels, qui veulent avoir toutes les entreprises. C'est eux qui veulent avoir le Sénat à 100%. C'est eux qui veulent tout avoir. C'est eux qui veulent tout contester. C'est eux qui veulent se comporter en seigneurs, alors qu'ils ont perdu les élections lamentablement. Alors que s'ils sont là en paix, c'est parce que le président de la République a accepté qu'il y ait certaines coalitions pour qu'il y ait cette paix dans notre pays. C'est eux le problème. Le problème, ce n'est pas le président Félix Tshisekedi, ni ses alliés, ni sa famille politique. Parlons de la formation du gouvernement. Je sais que vous êtes bien mieux placé pour avoir ces informations. À quand le prochain gouvernement? À ce que je sache, si tout se passe bien, c'est dans quelques jours, parce que logiquement, il y a un timing. Le 15, je crois qu'il y aura... Clôture de la session, voilà, et session de mars. Si c'est fait, on ira jusqu'au mois de septembre. Je crois que si le gouvernement doit sortir, logiquement, il doit sortir avant le 15. S'il ne sort pas avant le 15, on va attendre après septembre. Bon, qu'est-ce qui bloque aujourd'hui? La gourmandise de nos amis. Qu'est-ce qu'ils veulent et qu'est-ce que vous ne voulez pas? Mais ils le disent partout. Regardez les émissions de tous nos amis du FCC, quand ils disent qu'ils veulent tous les ministères régaliens. Ils le disent, ils ne s'en cachent pas. Ils le disent, ils veulent une grosse partie du gouvernement alors qu'ils oublient que nous sommes en coalition. Il y a toutes ces réalités. C'est ça qui bloque, il n'y a pas autre chose qui bloque. Le président de la République a les mains ouvertes. Le président de la République, il avait même tendu la main
à l'honorable Madidi. Il a permis que M. Moïse Katumbi puisse regagner le pays. M. Jean-Pierre Bemba va regagner le pays, il va habiter là où il ne pouvait habiter il y a encore une année quand il était venu. Donc, le président de la République a les mains grandement ouvertes et il veut travailler avec tout le monde pour le bien du Congolais. Et maintenant, quand nos amis nous bloquent, on observe. Mais comme on dit, nga mémoire et la caca. Le Congolais n'oublie pas. C'est-à-dire le Congolais n'oublie pas. Donc, ce qui s'est passé hier au Parlement peut être réitéré. Je crois que si nos amis ne comprennent pas le message et qu'ils continuent à s'entêter. Est-ce que vous trouvez qu'on corrige une erreur par une erreur? Quelle erreur corrigée par une erreur? Violer le siège du Parlement. Et déjà, pour violer le siège du Parlement, il faut. Parce que la Constitution le dit. Oui. Le siège du Parlement est inviolable. Voilà. Mais vous violez le siège du Parlement pour corriger une erreur de vos partenaires. Dimanche, le siège de l'UDPS a demandé à tous les militants de l'UDPS de ne pas se rendre au Parlement. Donc l'UDPS n'a envoyé personne au Parlement, ni les alliés de l'UDPS. C'est une volonté populaire. Donc, ce qui m'amène à dire qu'il n'y a pas une sorte de leadership à la tête de l'UDPS depuis le départ d'Étienne Tshisekedi. Pardon, de Félix Tshisekedi. Évidemment, Jean-Marc Abound l'incarne très bien. Et vous le savez aussi bien que moi. Mais vous venez de dire qu'une partie avait... C'est normal. Les gens sont lésés. Les gens sont fatigués de ce comportement qui a duré pendant plus de 18 ans. Et qui continue à... Il y a des gens qui veulent continuer ce comportement que le Congolais a combattu avec toute son énergie. C'est normal qu'à un certain moment, les gens craquent. Mais je crois qu'aujourd'hui ou demain, les gens vont se calmer. Nous allons regarder de l'avant. Et nous faisons croire que nos amis aussi vont mettre un peu d'eau dans leur vin et pour pouvoir faire une Donc eux, ils parlent au Parlement, vous avez la population avec vous. C'est logique. Donc c'est en fait une sorte de réplique. Hein. Non, même pas c'est la logique. Ils avaient le Parlement, ils avaient le Sénat, ils avaient le gouvernement, ils avaient tous les gouvernorats de la RDC. Nous, avec la population, nous leur avons empêché d'avoir un troisième mandat, de briguer un troisième mandat. Avec la population, nous avons gagné la présidence, les présidentielles. Donc je crois que c'est cette population qui est derrière le président de la République. La roue est en train de tourner. Est-ce que, supposons qu'en 2023, que vous vous trouvez, vous, l'UDPS et les alliés, à la situation où se retrouve aujourd'hui le FCC, vous allez aussi accepter ce que vous faites aujourd'hui au FCC? Pour qu'on se retrouve dans cette situation, la première des choses, il faut qu'il y ait un travail malsain, donc dans le sens, dans le chef du gouvernement ou de la gestion du pays. Je crois que le président est vraiment derrière pour que la gestion puisse être bonne durant les 5 ans. C'est vrai que ce n'est pas facile. D'où vous verrez que nous avons un président de la République qui n'a jamais été un menteur, même au moment où il a présenté son programme. Son programme, il a présenté sur 10 ans. 5 premières années, les 5e, les gens ont dit, mais pourquoi prendre un programme sur 10 ans? C'est du réalisme. Les problèmes du Congo ne peuvent pas être résolus dans un seul mandat. D'où, en même temps qu'il y aura le travail qui doit être fait, il y aura un deuxième mandat qui doit se préparer. Et en même temps, si le gouvernement prend du temps pour sortir, c'est parce que le président de la République va avoir une équipe solide autour de lui, un gouvernement réel avec lequel il pourra travailler. D'où les négociations se tirent en longueur. Sinon, ça aurait été facile, vous dormez, vous donnez un nom, vous nommez, vous faites ça. Mais ce n'est pas ce qui est fait parce que... Et selon le président de la République, quel est le critérium pour être ministre au sein de ce gouvernement? Je répondrai pas au nom du président de la République, vu que je ne suis pas mandaté. Oui. Mais je pense que, selon moi, c'est simple. À part avoir l'expertise et tout, il faut avoir l'amour de ce pays. Parce que nous avons vu qu'il y a beaucoup de gens qui avaient de l'expertise, des docteurs, des professeurs qui ont ruiné ce pays, qui ont préféré se promener en jet, en voyageant en business class et laisser la population mourir. Je crois qu'il faut avoir l'amour de ce pays et être quand même intègre. Parce que ce sera un gouvernement, un mandat, quand quelqu'un sera à côté, ce sera chaos, prison. Ça ne rattrape pas. Même c'est du cash. Même c'est du cash. Il n'y aura pas d'impunité. L'époque de l'impunité est passée. Il y aura des sanctions réelles. Et je crois que si vous regardez bien comment le pays est en train de fonctionner, quand il faut sanctionner, il y a des sanctions qui tombent. Monsieur Didier Boudimbou, le chef de l'État, aujourd'hui, pourquoi pas... Il ne parle pas pour calmer, parce qu'on sent que Kabouya a dit quelque chose, on n'a pas accepté. Kabound est venu, il y a une partie qui est rentrée, une autre qui est restée. Finalement, pourquoi le chef de l'État? Parce qu'on comprend qu'il est le seul leader aujourd'hui à l'UDPS. Pourquoi il ne parle pas pour calmer? Le chef de l'État n'est plus le président de l'UDPS.
Le chef de l'État est le président de tous les Congolais, même c'est du FCC. Même celui qui lui a manqué du respect, qui lui a dit n'importe quoi, c'est son président de la République. Le chef de l'État ne peut pas venir pour parler aux militants de l'UDPS comme si c'était le chef d'un parti politique. Mais vous vous rappelez, après la publication des résultats des sénatoriales, il s'était levé pour prendre une décision après la mobilisation des militants de l'UDPS. Mais il ne l'avait pas fait tant que président de l'UDPS. Mais en tant que président de la République. Parce qu'il y avait tension au sein du pays. Et il y a aussi tension aujourd'hui. Il y avait des présomptions de corruption qui étaient réelles et le PGR avait été saisi. Donc, pour calmer les jeux, pour même pas calmer les jeux, pour faire bien les choses, il avait dû suspendre le temps que le PGR mène ses enquêtes. Hier, c'était difficile d'accéder au palais du peuple. Hein. Évidemment. Même d'entrer, même de sortir. C'était terrible. Évidemment, et je crois que les choses vont se calmer. Je crois que nous avons des hommes politiques très forts à la carrure du président Jean-Marc Abound qui vont faire quelque chose, vont se calmer. Le président de la République ne va pas s'impliquer parce qu'il y a des militants de l'UDPS ou des Congolais qui viennent pour revendiquer des choses qui ne sont que réelles. Je ne pense pas. Et puis, actuellement, le président de la République a beaucoup de choses à faire pour le bien de cette population et de ce pays. Donc, je pense qu'il n'a pas à intervenir pour le moment. Vous ne trouvez pas que Jean-Marc Abound aujourd'hui a du mal à s'imposer parce qu'il a forcé de devenir président? Il ne voulait pas lâcher, avoir même le directoire, tout ça, tout ça. Il a du mal, il a forcé à être président de quoi? On sait qu'il fallait qu'il y ait un directoire qui devrait diriger le parti avant le congrès. Mais il a nommé un secrétaire général. Mais sur terrain, on comprend qu'il n'a plus la même mise comme il avait autrefois sur les combattants. Je sais que je pourrais vous dire, c'est que c'est une cuisine interne de l'UDPS et je n'aimerais pas trop rentrer dans ce débat-là. Mais je crois bien que c'est le président Kabundaya, c'est parce qu'il y a eu décision de celui qui était président de l'UDPS avant, qui a mis M. Kabunda à cet endroit-là. Donc je crois que s'il a été mis là, celui qui l'a mis là, c'est pourquoi. Et après, l'article 26 de l'UDPS, chacun interprète de sa façon, et donc je ne préfère pas entrer dans cette cuisine interne. Je crois que c'est un grand parti qui ont beaucoup d'années d'existence et 37 ans de lutte. Ils pourront gérer certaines choses. Et par rapport à tout ce qu'ils ont à traverser, ça, c'est rien du tout. Ils vont le gérer et ils vont bien le gérer. Mais dire que M. Jean-Marc Abound perd la main, ça, c'est faux. Vous ne vous rendez même pas compte qu'au moment où nous parlons, s'il faut calmer tous ces sympathisants, tous ces militants, de leur expliquer le bien fondé de cette coalition avec le FCC, ce n'est pas un petit travail. Si vous n'avez pas la main, mais on vous brûle. Mais vous ne le faites pas, c'est ça, vous ne le faites pas. Mais au moment où nous parlons... La base ne comprend pas l'importance de cette coalition, apparemment. La base a compris, mais la base ne va pas accepter n'importe quoi. La base a compris, d'où les députés ont pu siéger, d'où il y a tout ce qui est en train de se faire, il y a ces négociations qui se mènent, parce que la base a accepté. Mais est-ce qu'avant de continuer notre émission, vous pouvez même en 2 minutes lancer un message à la base? Que la base continue à veiller sur ce qu'on a eu à prix de sang, sur ce qu'on a eu à prix de fouet de gaz lacrymogène. Je leur demande de veiller sur ça. D'être toujours prêt. Je pensais que vous allez dire non, non, ne venez pas au Parlement. Non, non, je n'ai pas demandé quelqu'un au Parlement, mais je demande à la base, qu'elle soit de l'UDP, des alliés, la base, la population congolaise, de veiller à ce que nous avons eu à prix de sang, à ce que nous avons eu à prix de fouet et de gaz lacrymogène. De veiller, d'éviter que 350 députés ou 81 sénateurs puissent un jour nous prendre en otage. C'est ça, comment ils vont faire ça? Comme ils savent bien le faire, se prendre en charge. C'est flou, hein? Non, non, c'est pas flou. C'est très flou. C'est pas flou, ce n'est que logique. C'est comme d'aucuns dira que vous êtes en train de le soutenir. Hein? Derrière, vous êtes en train de le pousser, vous cachez. Nous soutenons, que ce soit la base, que ce soit l'UDP, ses alliés et la grande majorité de la population congolaise, soutenons le chef de l'État. Et par là, c'est pour dire qu'il n'est pas seul. Nous sommes avec lui. Ce n'est pas 350 personnes en costume, en cravate. Ces 350 personnes qui ont été élues aussi par une population, oui. Quand même que cette population ne sort pas comme les militants de la base. D'autres oui, d'autres non, et vous le savez. Donc nous n'allons même pas entrer dans ces débats-là. Il y a une réalité, c'est que le chef de l'État a gagné ces élections, donc on lui doit beaucoup de respect. Monsieur Boudimbou, vous êtes coordonnateur de la Dynamique Fachi. L'avenir se présente comment pour vous, la Dynamique Fachi? La Dynamique Fachi est sur le terrain. Nous sommes en train de préparer des manuels que nous allons soumettre au niveau du ministère de l'Enseignement pour qu'on puisse voir dans quelle mesure. Parce que nous avons essayé de faire des études et nous avons vu que nos enfants ne connaissent même pas l'histoire de notre pays. Ils parlent de Napoléon, ils parlent de Sartre, mais ils ne parlent pas de Dikumbaka, ils ne parlent pas de Kimpavita, ils ne parlent pas de Simon Kimbangu, ils ne connaissent même pas
Parce qu'il y avait un policier qui avait mangé un otage, Simon Kimbangu volé, et tout dans sa bouche s'est transformé en cette nourriture, en ce poisson-là. Ils ne connaissent pas toutes ces histoires, ils ne connaissent pas qu'il y a un certain monsieur qui s'appelle Gizenga qui avait, comme on a dit, volé le livre d'or ou pris le livre d'or en otage. Ils ne connaissent pas l'histoire de M. Boyimbo qui avait pris l'épée du roi belge. Ils ne connaissent pas réellement l'histoire du feu Etienne Tshisekedi qui a eu à sacrifier toute sa vie pour cette démocratie. Et je crois qu'il doit y avoir des manuels qui pourront expliquer l'histoire de notre pays, la vraie histoire pour que nos enfants, pour que la génération future puisse maîtriser notre histoire, nos valeurs, au lieu de maîtriser Jeanne d'Arc. Ils doivent connaître qu'il y a des gens comme Rossi Mukendi, comme Thérèse Kapanga qui ont donné leur vie pour que ce pays puisse... Donc vous voulez essayer de refonder le système éducatif? Non, nous voulons que le Congolais puisse connaître son histoire. L'histoire, nous devons la transmettre. Et c'est par rapport au manuel scolaire, par rapport à ce qui va se faire au niveau des études. C'est ça, nous sommes en train de prévoir des grandes dictées au niveau national qui vont avoir lieu à partir de l'année prochaine. Donc, nous sommes vraiment en train de... Nous projetons sur beaucoup de choses. Nous voulons que ce pays puisse avancer. Et nous osons croire aussi que peut-être un jour, l'enseignement pourra être dispensé en langue nationale, comme c'est fait au niveau de la Turquie. Ils sont enseignés en turc. Au niveau de la Chine, les Chinois apprennent en chinois et ils sont très bien développés. L'anglais, le français sont des langues d'option. Et je crois que si mes petits frères, mes enfants de Kasangulu, de Mbanzangungu pouvaient apprendre Kikongo, ça pourrait leur faciliter la tâche aussi. Et à part ces activités, vous projetez quoi également? Nous sommes actuellement en train de reconstruire des habitations d'urgence au niveau du Kandolo parce qu'il y a eu appel, il y a eu des familles qui ont été sinistrées par des incendies qui ont décimé, qui ont ravagé au moins 16 habitations. Il y a 16 familles qui vivent à la Belle Étoile actuellement. Nous sommes en train de construire, il nous faut 16 logements d'urgence parce que nous n'allons pas remplacer l'armée ou faire le rôle de l'État pour construire un matériau durable, mais nous sommes en train de construire des logements d'urgence pour permettre à ces familles-là d'être à l'abri. Et nous sommes en train d'avancer petit à petit avec les maigres moyens que nous avons. Et nous allons y arriver. Bien sûr, si quelqu'un veut nous soutenir dans cet élan, il peut venir apporter son aide. Donc vous faites beaucoup d'activités qui nécessitent beaucoup de moyens, mais vous l'avez où? Vous n'êtes pas aux affaires. Nous vivons des cotisations. Chaque membre effectif cotise au sein de la dynamique Fachi. Même les membres sympathisants cotisent. Et ça nous permet de faire certaines choses. Vous ne craignez pas qu'on vous taxe des tournées, des deniers publics, quand vous êtes proche de l'UDPS, du parti présidentiel? Nous ne travaillons pas jusque-là. Nous n'avons pas de ministère, nous n'avons pas de portefeuille, nous n'avons pas d'entreprise. On va détourner où? Ça risque, parce qu'ils ne gèrent rien, mais ils construisent même les maisons dans les camps. Ce sont des 45 000 pains aux obsèques d'Etienne Tshisekedi. Ce sont des logements d'urgence qui coûtent par logement, je crois, 2100 $. Et nous sommes en train de faire au mieux. Et 45 000 pains, nous avons aussi été aidés, nous avons été soutenus. Nous avons beaucoup de personnes qui n'aimeraient peut-être pas qu'on cite leur nom. Je peux en citer un, par exemple, Steven Zoameso, et les autres, je ne citerai peut-être pas, qui ne voudront pas, mais nous sommes aidés par plusieurs personnes qui soutiennent l'action que nous sommes en train de poser, car c'est noble, c'est pour la population et le bien-être du Congolais. Monsieur Boudimbu, ce sera votre dernier mot? Le dernier mot, je demanderai à la population congolaise de veiller à ce que nous avons gagné, je répète encore, à prix de sang, à prix de fouet, à prix de lacrymogène. Et je demanderai à nos amis du FCC de mettre un peu d'eau dans leur vin et de réellement s'atteler à ce qu'on puisse avoir quelque chose de réel pour relever le défi et qu'en 2023, tout se passe bien. Vous avez oublié de dire aussi, vous êtes aussi contre la violence. Je suis contre la violence, mais même si on est contre la violence, ça n'empêche pas qu'on doit veiller. Merci beaucoup, monsieur Didier Boudimbu, d'avoir répondu à notre invitation. C'est toujours un plaisir de vous recevoir sur ce plateau. Merci également à vous, chers téléspectateurs, d'avoir suivi cette émission. Nous nous retrouvons la semaine prochaine avec le même plaisir. Au revoir.